Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisque j'ai le plaisir d'accueillir Armel. Déjà, un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas bien? Oui, et je te remercie énormément, Marine, pour cette invitation. J'ai trop hâte d'échanger avec toi. Je pense qu'on a plein de choses à discuter, donc merci encore. Avec grand plaisir. Du coup, aujourd'hui, on va parler des opportunités business. Mais avant que l'on se penche sur ces thématiques, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et comment est-ce que tu t'es lancé, à quoi ressemble ton quotidien? Oula, dans ce cas-là, il va y avoir beaucoup. On va essayer de résumer au maximum. Du coup, moi, aujourd'hui, je suis consultante marketing. À l'origine, il faut savoir que je me suis lancée en entrepreneuse il y a un peu plus de 3 ans et demi. Et à l'origine, j'étais graphiste. Petit à petit, j'assumais pas au départ le côté stratégie. C'est arrivé au fur et à mesure dans mon business. J'ai commencé à intégrer pour devenir brand designer. Et en fait, au bout d'un moment, j'arrivais plus à gérer les deux en parallèle. Et du coup, j'ai choisi de me concentrer que sur la partie marketing. Et tout ce cheminement-là m'a permis de voir un petit peu aussi les coulisses et de pouvoir voir aussi la perception de ce métier parce que, et notamment le marketing, pour beaucoup de gens, ça veut un peu tout et rien dire. Donc le but, c'était de démystifier ça et de rendre ça accessible aussi à des débutants et pas d'avoir ce côté hyper élitiste où on va sortir des mots genre la LTV, le ROI, le CAC, enfin avec tous les termes anglais et le charabia que ça peut accompagner. Et par rapport à ça, du coup, j'ai créé une communauté d'entrepreneurs parce que je me suis rendu compte que la jouer solo, c'était pas facile. Autant parce qu'on n'avait pas forcément des entrepreneurs autour de nous pour pouvoir échanger, etc. Vraiment le quotidien basique, mais aussi justement dans cette idée de rendre le marketing accessible parce que quand on se lance, le fait d'avoir une communauté pour échanger de ce sujet-là, ça peut faciliter beaucoup les choses et la rendre plus abordable autant dans les échanges que aussi pour le côté financier, parce qu'on sait, le couple peut avoir des accompagnements individuels. Donc voilà pour faire un peu un premier panel. Complètement. Et aussi l'idée de rendre le truc très accessible et d'arrêter de faire des anglicismes aussi et te dire, OK, au final, est-ce que tout le monde peut faire du marketing? Parce que dans le fond, quand on est entrepreneur, il y a cette casquette-là qu'il faut endosser, que vous le vouliez ou non. Ça fait partie forcément de votre parcours. Euh, j'ai vu que tu disais, et j'ai vu que tu avais une opinion sur l'affirmation, se lancer, c'est gratuit, facile et sans risque. C'est vrai que quand on est entrepreneur, on peut tomber sur ce genre de contenu qui vous dit, dans tous les cas, il vous suffit de créer un compte Instagram, d'avoir une offre, et puis let's go, on y va. Qu'est-ce que tu penses de cette affirmation? C'est l'affirmation qui me sort par les yeux parce que oui, il y a l'ère d'Internet aujourd'hui, mais en fait, pour moi, c'est absolument faux. On vend du rêve à des gens qui ne sont pas prêts. L'entrepreneuriat, c'est génial, mais ça a aussi ses revers et c'est pas fait pour tout le monde et c'est OK. Et le salariat, c'est aussi très bien et je trouve ça dommage en fait, souvent la dévalorisation qu'on peut voir parce que en fait, ça va déjà, certes, le statut de micro-entrepreneur, il coûte rien. Mais à partir du moment où on va travailler, souvent on va avoir besoin d'outils, va y avoir des assurances à prendre, etc. Va y avoir des charges qui vont rentrer dedans. Donc, pour ça, il faut de l'argent. Et si on n'a pas de clients tout de suite, il faut pouvoir avoir de la réserve pour payer ses charges, mais aussi pour payer son salaire, son loyer, etc. Va y avoir le côté temps. Est-ce que on est prêt à passer du temps? Parce que quand on débute, le slowpreneuriat, c'est génial. Je trouve ça magnifique comme concept. Mais quand on débute, va falloir charbonner. Et va y avoir des périodes qui vont être aussi hyper dures émotionnellement. Il y a des choses qui vont cartonner, mais il va y avoir des gros flops. Et il faut être quand même paré pour pouvoir vivre tout ça, pour pouvoir l'encaisser et surtout rebondir. Même si, pour moi, en soi, l'échec, on n'apprend jamais autant que quand on échoue. Mm. Parce que en fait on va aller beaucoup plus vite mais par contre émotionnellement c'est pas facile, c'est aussi pour ça que le collectif ça peut aider, mais donc du coup ce côté gratuit clairement j'y crois pas et je vois aujourd'hui tellement d'entrepreneurs qui galèrent, qui retournent au salariat mais vraiment en mode dépité parce qu'ils rêvaient de l'entrepreneuriat et en fait on leur a pas donné les bonnes informations dès le départ sur les risques, de dire en fait peut-être que vaut mieux rester salarié quelque temps en parallèle, réduire ou prendre de l'intérim ou quoi, peu importe, mais trouver une formule qui sécurise pour se dire ok, les enjeux financiers, j'ai pas à m'en préoccuper, je vais pouvoir construire petit à petit et prendre le temps parce que construire un business, une stratégie marketing, etc. et tout ce qui va avec, ça prend du temps et c'est ok.
C'est pas en un jour que on va gagner. Et quand on regarde les plus gros entrepreneurs, la plupart, ils sont partis d'histoires mais catastrophiques. Il y en a qui ont mis 40 ans Ouais. à galérer avant d'avoir un succès. Et ça, je trouve que on n'en parle pas assez. On parle beaucoup du côté brillant. Et je pense qu'il faut regarder aussi le revers de la médaille sans être défaitiste, mais juste se parer à ça pour pouvoir, quand on se lance, se dire, OK, vas-y, j'ai toutes les armes, j'ai contacté les bonnes personnes pour pouvoir être entourée et savoir où je vais, quoi. Aller dans la vraie vie, quoi. Parce que mine de rien, sur les réseaux sociaux, vous voyez beaucoup de choses qui ne sont pas réelles. Et en fait, on le voit même en entrepreneuriat. Il y en a beaucoup qui le disent après, ben là, vous pensiez que tout allait bien, mais au final, je vivais ci, je vivais ça. Et on va se comparer avec nous, ce que l'on voit. Et ce que l'on voit, ben, c'est pas forcément la réalité que eux vivent. Et moi, j'aime bien dire que se lancer, oui, ça peut être gratuit sur les réseaux, mais pour moi, c'est loin d'être gratuit. Mm. Parce que, en fait, on pense à la gratuité, on se dit, ben, il faut payer. Alors oui, certes, ça peut être dans ce sens-là. Mais ça peut aussi être dans le sens d'investir son temps, d'investir ses ressources, d'investir ses connaissances. Et quand on veut se lancer, on peut avoir une idée comme ça. Mais par contre, il faut le temps de la mettre en place. Et j'aime bien quand tu disais qu'au début, il va falloir charbonner et que le slowpreneuriat, moi, ça fait 7 ans que je crée du contenu. Le slowpreneuriat, les gars, je ne le connais pas encore. J'espère le connaître un jour, mais je ne le connais pas encore. C'est pour dire à quel point ça prend du temps, à quel point ça prend de l'espace aussi, tu vois, même au niveau mental, de dire, OK, bah vas-y, là, on y va. Quand on vous parle des montagnes russes de l'entrepreneuriat, c'est pas une expression choisie au hasard, bien au contraire. Il y a des moments où ça va pas aller et il y a des moments où ça va être très compliqué psychologiquement de se dire, OK, c'est fait pour moi, OK, on continue, OK, on change. Parce que mine de rien, toutes les décisions que vous allez prendre, elles ne dépendent uniquement que de vous. Et c'est pour ça que j'aime bien moi aussi me dire, je vais m'entourer de personnes qui ont fait la même chose que moi ou qui ont fait différent, mais qui vont avoir d'autres ressources à m'apporter pour aller plus vite et pour faire mieux. Comment est-ce que on doit faire face justement à l'échec et au flop d'une offre ou d'une communication? Quelle est, selon toi, la meilleure approche à adopter quand on est face à cette situation-là, de se dire, putain, je pensais que j'allais cartonner et faire le fameux 10 000 en 3 jours comme tout le monde veut vous le vendre. Et au final, la réalité, elle est loin d'être la même. La première chose pour moi, c'est d'en parler. Alors, en parler, par contre, pas forcément publiquement sur les réseaux, parce que les réseaux, on connaît aussi le côté nocif, malgré tout. Il y a plein de qualités sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi des gens, si on a un bad mood, qui vont nous enfoncer, et donc du coup, on n'a pas forcément envie de le dire à tout le monde. Et puis, si on est engagé avec des clients et que ça va pas, on n'a peut-être pas envie non plus de pouvoir leur montrer qu'ils soient au courant de tout. Personnellement, moi, je suis assez pudique sur ma vie perso. J'ai des potes entrepreneuses. Dès qu'il y a un truc qui va pas, je suis la première à leur envoyer un message. On a des habitudes entre nous. Mais par contre, c'est vrai que je vais pas l'exprimer publiquement parce que bah, j'ai pas envie d'avoir à gérer en fait le côté pression sociale de savoir ce que les gens vont en penser. Et Complètement. ça, pour moi, c'est important de savoir ce qu'on veut dire ou pas de nous, parce qu'on a le droit d'avoir nos limites, on a le droit d'avoir une vie privée. Mm. Et là où je vis, qui sont mes potes, avec qui je vis, etc., je considère que les gens n'ont pas à le savoir. Si j'ai envie d'en parler, j'en parle à des gens spécifiques. Mais pour moi, c'est vraiment d'aller en parler, de pouvoir dire et de dire, bah voilà, est-ce que ça vous dirait de se faire une petite session brainstorming ensemble? Et on a toutes eu des flops. On s'est toutes retrouvées en call à se dire, ah mais plus. J'en peux plus, enfin, c'est terrible. La dernière fois, ça a cartonné. J'ai voulu tester des nouvelles choses, c'est un flop. Et même les gens qui réussissent super bien, on a tous des flops. Et même quand on réussit et qu'on a des nouvelles idées, même si notre entreprise est bien lancée, il va toujours y avoir des idées qui vont popper et qui vont être catastrophiques. Et ça, c'est OK. Je pense qu'il faut beaucoup de résilience. Mm. Mais par contre, de pouvoir challenger l'échec, en fait de pouvoir, bon, moi je suis très data avec le marketing, mais essayer de recueillir un maximum d'informations sur le pourquoi du comment, d'aller analyser, d'essayer de comprendre ce qui n'a pas marché, ce qui peut être changé et ce qui peut être testé, parce que de toute façon, le marketing, même quand on a une expertise dedans, ça se challenge au quotidien. Il n'y a pas de réponse toute faite, il n'y a pas de formule magique Complètement. là-dessus. C'est vrai que moi, je suis contre la magie. La magie sur Internet, c'est que pour les gens qui veulent vous vendre de la magie, mais moi, je fais pas partie de cette team-là et je suis vraiment fervente de dire que même si demain vous tombez parce qu'il y a un flop, parce qu'il y a une communication qui n'a pas marché, remerciez-vous plutôt que juste de vous lamenter.
parce que c'est quelque chose que vous allez déjà pouvoir retirer de votre liste de tests. Vous allez pouvoir retirer ces pratiques aussi parce que vous savez qu'elles vont pas fonctionner pour vous. Quand bien même elles fonctionnent très bien chez votre voisine ou chez votre concurrente, hein, ok? Mais vous n'allez pas avoir la même offre, ni même la même stratégie, ni même la même communication, ni même la même personnalité. Et c'est vrai que t'en parlais très bien, mais c'est très compliqué aujourd'hui d'exprimer quelque chose de plutôt vrai sur les réseaux avec la vraie vie, de montrer aux gens que bah, parfois ça va pas, de montrer que parfois tu as envie de jeter en l'air tout ce que tu es en train de faire et qu'à d'autres moments, en fait, passer 5-10 minutes, tu t'es ressaisi et qu'au final, tu as envie de tout casser et de tout défoncer. Parce que c'est ça aussi l'ambivalence de l'entrepreneuriat, c'est le matin, tu es en boule sur ton canapé en pleurs et puis tu vas te ressaisir à midi et puis tu vas dire non, mais au final, je vais tout casser, je suis là pour ça. Et au final, tu vas avoir une après-midi qui est super productive et parfois, ça peut faire peur, tu vois, parce que c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est aussi beaucoup de connaissance de soi, d'exploration aussi beaucoup de sa personnalité. Et tu le disais très bien, c'est aussi pour ça que ça évolue beaucoup. Parce que bah, je vais parler pour moi et je pense que c'est la même chose pour toi, Armel. Moi, je suis pas du tout la même personne de quand je m'étais lancée, par exemple. Ah non, clairement, ça change tout. C'est impressionnant et on le voit aussi dans nos entourages. Mm. Les gens, ils nous voient avancer à une vitesse grand V parce que, bah, en fait, on n'a pas le choix. Et ce côté des différents moments de la journée dans la communauté, c'est des choses qui reviennent souvent. C'est salut, j'ai un bad mood, voilà ce qui se passe. Genre, j'ai même pas des fois besoin de conseils, j'ai juste besoin de le partager avec quelqu'un Mm. dans un cercle bienveillant. Parce que c'est toujours ça qui joue et de pouvoir dire bah ok c'est pas grave genre t'inquiète pas si on peut t'apporter un peu de soutien. Et des fois avoir aussi quelqu'un c'est terrible mais quelqu'un qui dit non mais je suis dans le même mood aujourd'hui, bah au final on va se sentir soutenu, on va se dire ok d'accord c'est normal en fait parce que la normalité elle a été totalement biaisée avec les réseaux sociaux où on nous fait croire qu'on peut gagner 10 000 € par mois en bossant 1 heure par jour sur les plages à Bali dans des grandes villas quoi, enfin Complètement. il y a des choses, ça fait du bien à un moment de revenir sur Terre. Moi, j'habite au fin fond de la montagne et c'est OK. J'ai pas, il faut que je prenne la voiture pour aller en ville et c'est OK. Et donc, du coup, juste d'accepter, pareil, bah, quand on est maman à côté, l'entrepreneuriat est pas le même. Suivant le background qu'on a eu, si on a été en entreprise ou pas avant, suivant les études, suivant les contacts. Si dans nos contacts, on a des gens qui sont déjà des potentiels clients, ça va clairement aider aussi pour notre lancement. Et donc, il y a tout cet écosystème autour de nos vies qui sont à prendre en compte. Et donc, du coup, on part jamais tous du même point. Mhm. Et c'est vrai que même au-delà de ça, tu vois, même du côté positif de la chose, quand on a un entourage qui va pas forcément comprendre ce que l'on fait, bah, tu peux rapidement te sentir très seul. Et le fait de s'entourer aussi d'entrepreneurs qui vont faire la même chose, ou voire qui vont vivre les mêmes choses que vous, c'est beaucoup plus facile après. Parce que, en fait, c'est hyper frustrant, par exemple, d'avoir un succès, d'avoir une réussite, d'avoir un truc qui a trop bien marché. Et d'en parler autour de toi, et les gens vont te regarder en mode extraterrestre, en mode mais de quoi est-ce qu'elle me parle? Et c'est hyper frustrant de ce côté-là parce que la joie que tu es en train de ressentir en tant qu'entrepreneur, d'avoir trouvé ce qui fonctionne pour toi, d'avoir trouvé le produit qui fonctionne pour toi ou même une super bonne cliente et tout, bah, au final, la personne, si elle n'est pas un minimum sensibilisée à ce type de vie d'entrepreneur, bah, malheureusement, ça passe à la trappe et du coup, ça peut créer des frustrations de putain, mais au final, il n'y a personne qui me comprend, que ce soit dans vos amis, voire même dans votre entourage. Et c'est vrai que avoir, tu vois, cette approche de se dire je vais faire en sorte de construire un cercle pour ça, ça permet aussi d'avancer peut-être plus vite, voire même mieux. Parce que tu le disais très bien, hein, toi, quand ça va pas, tu envoies un petit message et tu leur dis, bah, là, ça va pas ou là, ça va bien. Et il y a, tu vois, cette interconnexion humaine au-delà des réseaux, au-delà du digital, parce que comme tu le disais très bien, c'est tout à fait biaisé. Au-delà du soutien émotionnel que ces personnes peuvent être, on va parler aujourd'hui d'opportunités business parce que, mine de rien, je dis tout le temps qu'on ne construit pas des associations, on construit des business pour devenir de vrais entrepreneurs. Oui, il y a des fausses entrepreneurs. Genre moi, j'ai été une fausse entrepreneur pendant longtemps, donc je me mets dans cette case. Mais vraiment de prendre cette place et d'avoir vraiment cette casquette de CEO, parce que parfois ça peut faire peur. Quelle est selon toi la première étape pour trouver des clients et pour rentabiliser tout ce qui nous entoure déjà pour commencer à évoluer? Bah, déjà, la première chose qu'on ne pense pas activer, c'est notre réseau immédiat. C'est que potentiellement, des fois, on a des clients directs autour de nous et c'est génial pour se lancer. J'avoue, je venais d'agence, j'avais des contacts, etc. Et donc, du coup, ça m'a aidé pour me lancer.
Mais il y a aussi des potes autour de nous qui sont dans des entreprises, qui peuvent avoir des besoins de nous ou qui connaissent d'autres potes qui pourraient. Et en fait, tout ça, si les gens savent ce qu'on fait, ça va pouvoir nous aider. Et moi, quand je me suis lancée, j'ai pas pensé à ça dès le départ. Donc je sais que j'ai loupé plein d'opportunités d'avoir des contrats faciles, entre guillemets. Après, j'ai réactivé et du coup, j'ai pu voir ça. Et maintenant, j'essaie de penser un peu plus à mon entourage, à dire, salut, je fais ça. Parce que du coup, ils vont pouvoir y passer. Après, c'est vrai que on peut pas en parler à tout le monde, on pense pas à tout le monde et c'est ok aussi. Le but, c'est pas de se mettre la rate au courbouillon, c'est juste de regarder ce qui est le plus facile. Et je mets des gros guillemets là-dessus, mais pour trouver des clients, parce que je vois les gens se lancer sur Instagram en se disant, oh, je vais avoir des clients en créant du contenu. Mais en fait, il y a toute une démarche derrière, et je sais que tu en parles dans ton contenu, de créer de l'engagement, de créer une communauté, du fait que ça prenne du temps, etc., qu'il y a de la stratégie derrière. Et donc, du coup, de pouvoir dire, bah, ok, en fait, je vais pouvoir aller faire de la prospection, je vais pouvoir, à la rigueur, si j'ai un peu de budget, faire de la pub. Après, la pub, c'est pas ce que je recommande la plupart du temps parce que généralement, les gens n'ont pas la maîtrise Mm. pour rentabiliser Complètement. ces investissements-là. Mais en fait, il y a plein de choses autour de vous et je sais que la prospection fait peur. Mm. Mais des fois, rien que le côté humain, de dire, salut, j'ai juste envie de discuter avec toi, voilà, je fais ça, tu fais ça. Rien de plus en fait. On vous demande pas d'arriver comme les fameux DM qu'on peut recevoir. Bonjour, je vends ça, tu achètes? Quelle horreur, moi j'en ai de plus en plus en ce moment et je comprends pas ce qui est en train de se passer parce que clairement je supprime juste et en fonction du profil de la personne ça m'arrive même de bloquer. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, parce que moi c'est quelque chose que j'ai jamais évoqué dans toutes mes communications. Mais quand je me suis lancée, j'avais déjà vu, parce que moi je sortais d'une licence en marketing et j'avais déjà travaillé dans le marketing, je savais comment fonctionnait le marketing de réseau et je savais que dans mon entourage, il était possible que je trouve des gens avec qui travailler. D'ailleurs, mon père avait beaucoup de contacts avec lesquels j'aurais pu travailler également. Et c'est vrai que j'ai toujours refusé. Alors, je ne sais pas si vous, ça vous a fait ça de votre côté, mais j'ai jamais osé parler des prestations de services que je faisais autour de moi, dans mon réseau proche, dans mes amis, dans ma famille. Parce que je me disais tout le temps, en fait, si là je me plante, alors que je venais de commencer en plus, hein, donc j'avais d'autant plus de peur et d'autant plus de syndrome de l'imposteur de me dire, et si ça marche pas? Et si je me plante, je vais pas me porter défaut à moi parce que ben, moi, je suis là en tant que professionnelle, mais je vais porter défaut à la personne qui m'a recommandé. Et du coup, j'ai toujours eu très peur en fait de me dire je vais tirer une balle dans le pied à mon père ou aux personnes qui m'entourent parce que j'ai été égoïste, entre guillemets. C'était, attention, ma vision à l'époque. J'ai été égoïste à ce moment-là de me dire, bon, au final, c'est un chemin qui est plus facile. Donc, je vais activer le réseau et puis tout le monde va créer son petit réseau à droite à gauche. Tout le monde va entendre parler de moi et puis ça sera beaucoup plus simple. Du coup, pour moi, à l'époque, c'était beaucoup plus facile d'aller vers des gens qui ne me connaissaient pas. Et du coup, en fait, j'ai pas joué cette carte non plus de mon côté. Non pas parce que je n'en avais pas conscience, et je sais que beaucoup d'entre vous nous écoutent et ont déjà entendu ce fameux conseil de tu vas sur LinkedIn, tu prends ton cercle numéro un, tu prends ton cercle numéro 2, tu connais un tel machin, c'est beaucoup plus facile de se connecter, tu as des opportunités. Ok, oui, comme ça, dans les faits, c'est possible. Dans la vraie vie, passer à l'action comme ça, en n'étant pas sûr, en venant de se lancer, en ayant beaucoup de syndromes qui nous entourent, sans avoir réellement mis le doigt sur ces fameux syndromes, c'est beaucoup plus difficile de le mettre en place. Est-ce que tu as, toi, des opportunités un peu cachées, des opportunités qui vont au-delà du réseau, qui te permettraient de trouver des clients et de faire en sorte de parler de toi? Tout en gardant, alors je dirais pas l'anonymat, parce que moi à l'époque, par exemple, tu vois, j'étais pas anonyme, j'avais mon nom et mon prénom sur mon LinkedIn, etc. Bon, c'était très difficile pour moi de me montrer, mais d'avoir un autre axe, je dirais, à explorer, si tu en as un ou plusieurs d'ailleurs. En fait, je comprends que ça puisse faire très très peur, ça. Et en fait, c'est juste, au bout d'un moment, c'est comme la prospection, c'est comme plein de choses. Il faut oser faire les choses. Je dis pas de contacter un grand PDG. Après, il faut toujours faire le tour. Mais pour moi, déjà, quand on se lance, il faut être hyper honnête. Que ce soit avec des contacts qu'on a ou d'autres contacts qu'on connaît pas. Mais de dire, voilà, je me lance, je fais ça. J'ai pas une grosse garantie. Parce que derrière, je vais pas te montrer des maximums de résultats, avoir un portfolio et pouvoir dire, bah voilà, je fais ça, j'ai envie de te le proposer. On peut, alors je sais qu'il y a toute une lutte autour du travail gratuit. Mon but, c'est pas de promouvoir ça et de dire travail gratuit longtemps,
Mais des fois, en fait, ça peut être plus intéressant de pouvoir proposer ces services gratuitement pendant un mois. Et du coup, à la suite de ça, avoir un portfolio qui se construit, des échanges et tout, tout dépend de votre domaine d'activité aussi, hein. Bien sûr. Mais de se construire un portfolio et derrière de pouvoir dire, bah, par contre, je fais gratuitement, moi, ça me rassure. Et derrière, j'ai vraiment des stats à montrer, j'ai des retours, j'ai vraiment du feedback pour peaufiner mes offres, j'ai des témoignages. Des fois, ça vaut plus le coup que de galérer à vendre des prestations à bas prix pendant 6 mois à 10 euros de l'heure. Complètement. Et je sais que c'est assez contre-intuitif pour certains, ce genre de réflexion, mais des fois, sans partir à fond sur du gratuit, mais moi, ça m'arrive des fois pour des bêta-tests de dire, OK, je vais cibler par contre des profils très particuliers. Je suis OK de bosser gratuitement, mais par contre, voilà les enjeux que j'ai. Parce que, bah, en fait, je sais pas exactement où ça va mener. Et moi, je suis très test and learn. J'aime pas passer des mois, voire. Enfin, je vois même des gens qui passent des années à penser à un projet sans le lancer. Parce qu'on se retrouve très vite dépassé par le marché, que ce soit les tendances. En ce moment, bah, il y a l'IA qui est partout, etc. Il y a plein de tendances. Il y a des gens qui vont penser, par exemple, un logiciel. Ah oui, mais en fait, ça fait 5 ans qu'on le pense. Ouais, mais il y a l'IA qui arrive et en fait, la manière dont on le pense, bah maintenant, il suffit juste de faire une requête sur ChatGPT et ça comble le besoin que proposait le logiciel. Et donc, du coup, pour moi, il faut savoir agir vite, oser se planter. Vous allez vous prendre des portes et c'est Mm. OK en fait. En fait, pour moi, le plus important, c'est l'humain, Mm. d'aller discuter, d'aller proposer de la valeur, de pouvoir dire salut, j'ai vu que tu faisais ça, j'ai vu qu'il y avait peut-être un petit bug à tel endroit. Juste des petits conseils sans être intrusif, sans être en mode salut, ce que tu fais c'est pourri. Si tu travailles avec moi, ça va devenir bien. Genre Mm. pareil, ça je le vois beaucoup chez les débutants qui se disent qu'ils doivent expliquer les problèmes aux gens. Non, 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 parce que en fait, si les gens sont bloqués, c'est pas en y allant comme des bourrins que ça va pouvoir aider. Mm. Et donc, du coup, après, c'est d'aller voir aussi où se trouvent les gens. En fait, votre cible, potentiellement, elle va se retrouver à des événements. Elle va être sur des groupes Facebook. Alors, j'avoue, Facebook, c'est pas mon grand truc, mais je sais que ça marche très bien, les groupes Facebook aussi. Mm. C'est de pouvoir avoir toutes ces petites entrées, en fait, où vous n'allez pas avoir besoin de mener des grosses actions marketing. Pour se lancer, vous n'avez pas de site internet, c'est pas grave. Vous n'avez pas de compte sur les réseaux, c'est pas grave. Le premier échange, en fait, Mm. déjà, aller discuter avec les gens, aller savoir leurs besoins. Les gens, s'il n'y a pas de besoin réel, ils achèteront jamais chez vous. Complètement. Il y a, tu vois, cette volonté de vouloir résoudre une douleur dans le quotidien de la personne. Et douleur, je dis pas douleur physique, mais une difficulté, quelque chose qui va faire en sorte qu'ils ne vont pas atteindre leur objectif. Et c'est toujours en fait de se tourner vers l'autre et de comprendre comment est-ce que je vais pouvoir l'aider. Sans penser à vous, en dissociant tout de votre business, parce que quand bien même vous avez envie de vivre de votre activité, c'est pas vous, c'est pas sur vous, c'est sur la personne que vous allez accompagner. Et c'est vrai que j'ai toujours eu cette sensibilité de me dire, en fait, moi, l'humain est tellement central dans mes communications, dans mon contenu, dans ma stratégie, que quand je me suis lancée, je me disais tout le temps, c'est bizarre parce que j'ai envie de connecter avec les gens, mais les gens, ou ils s'attendent déjà à ce que je leur vende quelque chose, ou ils vont être réceptifs, mais moi, de mon côté, j'arrive pas à prendre les bonnes décisions, j'arrive pas à poser le cadre, j'arrive pas à comprendre dans quelle direction je vais. Ça, c'est OK aussi de le faire, hein. Moi, pendant très longtemps, je me suis beaucoup plantée et encore aujourd'hui, je me plante et il faut l'accepter. Ça fait partie de l'apprentissage. Mais c'est vrai qu'on est très souvent seul face à cette décision. Je fais quoi? Je fais comment? Je vais vers qui? Je vais sur quelle plateforme? J'utilise quelle stratégie? J'utilise quelle communication? Quel branding? Quelle image de marque? Bref, il y a plein de choses. Comment est-ce que toi, tu fais pour prendre tes décisions et comment est-ce que tu fais pour avoir la sensation de réussir à prendre cette décision, que à l'instant T, ce soit la bonne décision pour toi? Alors, déjà, on va toujours prendre la meilleure décision au moment donné à partir des informations qu'on a. À Mhm. chaque fois, on se dit, ah, mais là, j'ai pris une mauvaise décision. Mais on a pris la mauvaise décision après coup, parce que, en fait, on n'avait pas ces informations-là. Donc, déjà, il faut arrêter de se flageller en mode, c'est pas bien, parce qu'en fait, on a fait du mieux qu'on pouvait à ce moment-là avec ce qu'on avait à disposition. Et ça, je trouve déjà, il faut vraiment se libérer de ce poids-là. Et après, moi, j'ai vraiment le truc à l'ancienne, du pour et du contre. Euh, ça peut paraître hyper enfantin,
Mais si j'hésite entre deux phases, de me dire, ok, voilà les avantages pour l'un, les avantages pour l'autre, les inconvénients pour l'un, les inconvénients pour l'autre. Je regarde la quantité de points de chaque côté et après je score en fait, de dire, voilà, en fait, ça c'est vraiment important parce qu'il y a des fois des avantages, au final, c'est du bonus. Mm. Donc il y a aussi des questions de priorisation. Et je passe pas 1000 ans à réfléchir en fait. C'est soit c'est pas quelque chose qui est hyper important pour mon business et donc du coup ça reste dans un coin, soit c'est quelque chose d'important, je fais ça et dans les 24 à 48 heures, la décision elle est prise en me disant que peut-être c'est la mauvaise décision. Mm. Et je sais qu'il y a plein de gens qui là-dessus me disent mais t'es sûr de toi, t'es sûr de toi? Et je dis de toute façon, faut tester en fait. Mm. Et donc du coup, je pars sur cette idée de me dire ok, j'affirme cette décision-là, je vais y aller à fond pour lui donner un maximum de chance, Mhm. mais je vais aussi me donner un délai et des conditions. Je vais toujours définir des objectifs, je vais toujours définir les KPI, les fameux indicateurs, de se dire, ok, voilà le format que je vais tester, voilà comment ça va se dérouler, et voilà la durée. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup, beaucoup oublient, au-delà de mettre le cadre initial, c'est la durée, c'est de se dire, ok, ça, je le teste pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. À la fin, je fais mon bilan, et dans ce bilan-là, j'analyse justement les objectifs que je m'étais fixés à l'origine pour voir si je les ai atteints ou pas, et je décide si je continue, si j'arrête ou si je modifie. Mais pareil, quand je fais le bilan, la décision, elle est prise très vite. Et pour moi, c'est notre force majeure d'être solopreneur. C'est que on est tout seul. On a une flexibilité qui est incroyable pour rebondir Mhm. face à une grosse entreprise qui prend une décision. S'il y a des dizaines de personnes à bouger, forcément, ça va être plus compliqué. Nous, on est tout seul. Les décisions et le quand dira-t-on, oh là là, les gens vont pas comprendre mes mouvements, etc. Mais en fait, on se préoccupe trop de ce que pensent les gens parce que les gens, aujourd'hui, l'attention, elle est minime. Les gens consomment très très vite et Mhm. dans quelques semaines, ils vont avoir oublié. Et ceux qui n'ont pas compris le changement, bah c'est pas grave, ils viendront en discuter avec toi et tu leur expliqueras et c'est ok quoi. Enfin, et Complètement. après, pouvoir dire, enfin, moi, ça m'est déjà arrivé de dire sur les réseaux a posteriori, voilà, je me suis plantée, Mm. voilà, j'ai analysé pourquoi je m'étais plantée, parce que je me dis que ça pourra aider d'autres personnes, Mhm. et voilà, et je passe à la suite, quoi. Les gens, ils restent trop bloqués là-dessus. Mm. C'est vrai qu'on peut avoir peur parce que, comme tu le disais très bien tout à l'heure, l'exposition, les critiques, le jugement, ça peut toujours faire peur de se dire, en fait, c'est mon image que je veux entacher en Mm, tant qu'entrepreneur de dire bah, au final je me suis trompée les gars. Et il faut pas avoir peur de le faire. Moi quand je l'ai justement parlé du fait que la But First Academy c'était une machine qui était en train de me dépasser et qu'il fallait que je passe en restructuration parce que non pas parce que ça ne fonctionnait pas mais parce que ce n'était pas la qualité que je voulais et que je décidais au niveau de mon entreprise que au final, les gens ont suivi le mouvement. J'ai eu beaucoup, beaucoup de soutien de gens qui me disent, mais merci de l'avoir dit en fait, parce qu'on ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a à côté, on ne se rend pas compte des coulisses, et si tu n'en avais pas parlé, on l'aurait probablement même pas vu. Parce que il y a cette pudeur de se dire, si j'avoue que je me suis trompée, c'est la mm, fin. Les gens vont plus me faire confiance, alors que si, bien au contraire, les gens vont vous faire encore plus confiance. Moi-même, je l'ai vu, même en relation humaine avec la communauté, les gens étaient hyper contents que juste je leur partage que, bah ouais, parfois, bah, il y a des erreurs. Et quand je vous disais tout à l'heure, les fausses entrepreneurs, moi, pendant longtemps, j'ai été une fausse entrepreneur. Je ne voulais pas voir mon business comme un business. Je me disais, mm, oh, c'est bon, je suis là juste pour aider les gens. Non, je mettais jamais la tête dans les chiffres, dans la compta, je voulais pas voir. Je contrôlais absolument rien du tout. Alors qu'au final, à l'époque, j'avais l'impression de contrôler. C'était pas du tout le cas. Donc, c'est pour ça que je vous parlais de faux entrepreneurs, parce que à un moment donné, il faut aussi, tu vois, se laisser la possibilité de communiquer sur ce que l'on veut, mais surtout de réussir à prendre la place que l'on veut. Et moi, je rajouterais juste, dans la prise de décision, suivez votre intuition. Votre corps, en fait, il va parler. Et la seule fois où moi, je ne l'ai pas écouté, et ben après, j'ai mis des semaines et des mois à rectifier la décision que j'avais prise alors que je savais que j'allais à contre-courant. Je savais que c'était pas fait pour moi. Donc, suivez ce que va vous dire votre corps, vraiment plus profond de vous, qu'est-ce que vous voulez réellement et si cette prise de décision, elle est adaptée à cette intuition-là que vous avez. On m'a beaucoup parlé de solitude, on a beaucoup parlé d'opportunités, où est-ce que vous allez les chercher, l'humanité, etc. C'est vrai que toi, pour faire face justement à cette solitude
et à se dire, mais putain, au final, je suis toute seule. Qui est-ce qui va m'aider? Qu'est-ce qui va le faire pour moi? Comment est-ce que je vais être comprise? Tu as du coup créé une communauté d'entrepreneurs Oui. justement pour t'entourer. Est-ce que tu peux nous parler justement de la force de ce networking-là que toi tu as mis en place? Déjà, avant de créer ma propre communauté, en fait, dès le départ, j'en ai rejoint d'autres communautés parce que c'est pas un projet en fait où je l'ai eu en tête dès le départ. C'est aussi Mm, pour ça que c'est intéressant de voir les évolutions mm, qu'on a. C'est que j'aurais jamais pensé faire ça. Par contre, j'aimais m'entourer, donc du coup, je suis allée directement dans des communautés jusqu'à temps de me dire, ah mais moi aussi j'ai envie d'avoir ce cadre-là. Mais en fait, c'est la force du collectif. Elle est tellement, tellement sous-estimée parce que on va aller plus vite et plus loin. C'est toujours le seul on va plus vite, mais à plusieurs on va mm, plus loin. Non, pour moi, le collectif, c'est les deux cumulés. Parce que, en fait, on va avoir quelqu'un qui va arriver en mode Salut, j'ai une nouvelle offre en tête, qu'est-ce que vous en pensez? Et donc, du coup, on va challenger sur la communauté. On va toujours essayer d'être un maximum encourageant. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important, c'est de toujours valoriser les personnes parce que, pour moi, enfin, quand je vois des gens, des fois, dire, bah, par exemple, ce que tu fais, c'est nul, si tu travailles mm, avec moi, ce sera mieux. J'ai mm, horreur de ça parce que les gens, ils donnent tout ce qu'ils peuvent les entrepreneurs, quand même, globalement, ils se défoncent à la mm, tâche. Et donc, du coup, je trouve qu'il y a un manque de valorisation, et notamment au niveau des entourages pour certains, mm, où, bah, en fait, s'ils font pas de chiffre d'affaires, c'est que, bah, en fait, ce qu'ils proposent, ça vaut pas la peine. mm, Et donc là, le but, c'est de valoriser un maximum et de pouvoir dire, bah voilà, viens poser tes questions, viens te challenger, on va te donner notre avis. Notre avis, il vaut ce qu'il vaut. Il n'y a jamais de fais ça, d'imposer, mais au moins de pouvoir challenger l'idée, de dire, ah bah tiens, puis moi j'ai expérimenté ça, voilà mon expérience. Comme là, on le partage dans ce podcast-là, en fait, de voilà toutes les erreurs qu'on a faites. Si je peux t'éviter de les faire, bah, autant en profiter en fait. Parce complètement. que pareil, pour moi, le savoir, il y a plein de gens qui disent, ah non, mais je veux pas faire de blog, je veux pas faire de vidéo, je veux pas faire d'atelier, parce que les gens, ils travailleront pas avec moi si ils Mm, savent ce que je propose parce qu'ils auront ça gratuitement. Mais en fait, si les gens sont prêts à payer, c'est justement parce qu'ils n'ont pas le temps et qu'ils veulent un mm, raccourci. Aujourd'hui, tout existe sur Internet. Et donc, du coup, mm, faire la rétention d'informations, je trouve pas ça bien. Et du coup, le but de la communauté, c'est de pouvoir tous partager et en plus, bah, en discutant, en brainstormant, peut-être qu'on n'aurait pas eu l'idée de recommander la personne, mais en fait, c'est un peu les sous-avantages qui existent, les trucs un petit peu mm, cachés, mais c'est que la personne va dire, ah mais tiens, j'ai discuté il y a pas longtemps avec quelqu'un, t'es en train de créer une offre là-dessus? Ah bah tiens, je vais lui en parler. Et mm, donc du coup, le fait de devenir membre iconique dans une communauté, moi j'ai fait vraiment un très très joli chiffre d'affaires sur une ancienne communauté où j'étais, parce que j'étais hyper présente là-bas. mm, Et donc, bah, en fait, les membres me recommandaient naturellement, on me taguait sous un post, etc. J'allais répondre, j'essayais d'être toujours au taquet. Et en fait, c'est aussi une facilité pour mm, trouver des clients, d'être dans des communautés parce que, on a beaucoup moins, de difficultés mm, et en fait, c'est limite des potes qui peuvent devenir des clients. Je trouve que c'est un côté très humain aussi, très mm, facile, mm. au niveau porte d'entrée. C'est vrai que j'en parlais tout à l'heure, moi j'ai eu peur de demander des recommandations à mon entourage, à ma famille, à mes amis. Mais si vous avez cette communauté autour de vous d'entrepreneurs, c'est beaucoup plus facile parce que les gens ne vous connaissent pas et c'est la porte d'entrée pour aussi montrer ce que vous valez, de donner peut-être des conseils, des techniques, des stratégies. Encore une fois, probablement gratuitement, mais rien que ça, la personne, elle va se sentir redevable et elle va commencer à vous recommander et à vous partager encore plus. Et j'aime bien ce que tu dis de vouloir faire partie d'une communauté, oui, mais il y a aussi, tu vois, cet échange humain qu'il faut instaurer et qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller provoquer. Pensez pas que juste parce que vous faites partie d'une communauté, c'est bon, c'est réglé. Il y a, tu vois, cet échange humain qui est nécessaire d'aller s'intéresser à la personne. Il n'y a personne en business, voire même dans la vie tout court, qui aiment les gens qui vont parler que d'eux. Voire même si vous allez dans un café avec des potes et qu'il y a une personne qui arrive que vous ne connaissez pas, bah, cette personne, si elle parle pas, vous n'allez pas créer de lien avec elle. Alors que si la personne, elle s'ouvre petit à petit, quand bien même elle est timide, bah, la deuxième fois, la troisième fois que vous allez la voir, vous allez créer une relation avec elle. C'est souvent un exemple que je donne dans le café avec des gens qui rentrent, qui sortent, qu'on connaît pas, parce que je trouve que c'est très parlant dans les personnes qui vont nous marquer dans notre vie. Et quand bien même on fait du business, c'est aussi un peu la vraie vie, voire beaucoup la vraie vie, qu'il ne faut pas édulcorer et qu'il faut juste regarder comme elle est réellement. Il y a des difficultés, il y a des réussites, mais il faut trouver ici le juste équilibre.
Et je trouve que tu en parles très bien. De prendre aussi sa place dans une communauté, c'est important. Et pas juste espérer que les gens viennent. Par exemple, moi, à travers ce podcast, il y a des gens que j'ai interviewés parce que j'avais envie d'échanger avec elles. Et après, j'ai travaillé avec elles parce que j'ai aimé ce premier échange. Mais j'ai provoqué ce premier échange. Sinon, la personne, elle allait jamais connaître la But First Academy. Si justement on veut prendre cette place dans ta communauté, si on veut en faire partie, si on veut découvrir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, comment est-ce qu'on fait? Déjà, pour une communauté, il en existe des dizaines, donc renseignez-vous en amont. Avant de parler de ma communauté, à moi spécifiquement, c'est vraiment de réfléchir en amont quels sont vos objectifs, quel type de personnes vous voulez y trouver, parce que chaque communauté est portée par un fondateur, est portée par une ambiance, Mhm. est portée aussi, bah, forcément, souvent c'est teinté de notre expertise. Moi, forcément, c'est tout ce qui est marketing et Mhm. communication. Il y en a qui seront plus sur bah, le slowpreneuriat parce que c'est l'une des premières choses qui me vient en tête, ou sur la création de contenu, ou sur, par exemple, certains types de lifestyle, etc. Donc, vraiment, aller chercher une qui vous correspond Mhm. parce que après, pour avoir des résultats, bah, va falloir s'engager. Et je parle pas que de résultats business, mais déjà, si vous connectez pas avec qui que ce soit, en fait, la communauté, elle va justement rien vous apporter parce que ça va être à vous de faire la démarche. Dans ma communauté, j'ai fait tout un petit onboarding à l'entrée pour justement aider les gens à s'intégrer. Après, je sais qu'il y en a qui vont chercher les gens pour qu'ils se présentent. Moi, je sais que j'ai beaucoup d'introvertis et donc du coup, je les laisse aller en douceur. J'en ai qui ont mis 6 mois à discuter et c'est OK aussi. Pour moi, il faut prendre en compte le rythme de chacun. Il y en a qui vont avoir besoin d'observer longtemps. Mhm. Et je trouve qu'il ne faut pas non plus pousser les gens à quelque chose auquel ils ne sont pas prêts là-dessus. Mais le but, c'est vraiment d'avoir un petit onboarding, d'avoir des salons bien définis pour dire, bah voilà, à tel endroit. Ah, tu sais pas trop comment te présenter? Ok, je t'ai rédigé un guide. Comme ça, tu as une petite idée de comment tu peux faire. Tiens, à tel endroit, tu vas pouvoir trouver tel type d'information. Ah, là, je te propose des petites routines. Le mercredi, on a les battles, tu préfères ça ou ça. Ce qui permet aussi d'avoir des icebreakers. Parce que c'est aussi une problématique, c'est que on arrive dans une communauté, il y a forcément des gens qui se connaissent déjà. De pouvoir s'inclure dans un groupe existant, c'est pas forcément facile. Ça, c'est toujours les enjeux et je pense que je vais travailler là-dessus encore pendant longtemps pour toujours perfectionner. Mhm. Mais ça, c'est aussi des points importants, c'est de trouver des solutions pour créer de la communication entre les membres. Parce que, bah, en fait, si c'est pas quelqu'un qui a l'habitude d'aller vers les autres, va se retrouver là, il va se connecter, il va se dire, bon, je fais quoi Mhm. maintenant? C'est bien gentil. Surtout, bah, il y a des ressources, donc des fois les gens vont plus vers les ressources que vers le côté communautaire. Pour commencer, c'est plus rassurant. D'accord. Et dans la communauté, là, on vient de migrer de Discord à Circle. Ok. Potentiellement, ça aura changé au moment. Enfin, la migration sur Circle, elle sera finie au moment où sortira le podcast. Donc, vous, si ça vous intéresse, on sera déjà sur Circle et il y aura les membres qui auront fini de changer de plateforme. Mais pour moi, l'un des points aussi importants, c'est d'avoir un essai gratuit. Mhm. Alors, je sais que ça, il y a plein d'avis différents. Mais pour moi, pendant 14 jours actuellement, gratuit. Je sais pas comment ça va évoluer au fil du temps, mais là, actuellement, c'est 14 jours. Les gens ont 2 semaines pour pouvoir explorer, pour pouvoir voir comment ça se passe à l'intérieur, pour pouvoir échanger, tester, regarder et pouvoir se dire, bah en fait, non, ça m'intéresse pas et c'est OK. C'est juste leur montrer une porte d'entrée pour pouvoir voir si ça peut leur correspondre parce que moi j'ai horreur de payer un truc où j'ai aucune idée de ce qu'il y a derrière. Mhm. Parce que potentiellement sur une communauté, bah, discuter avec la personne qui l'a créée, ça va pas forcément nous donner une idée véritable de comment ça se passe parce qu'une communauté dépend de ses membres. Donc pour moi c'est vraiment quelque chose d'important. Allez tester, tester toutes les communautés, enfin pas toutes, mais testez-en plusieurs jusqu'à temps de trouver votre communauté de cœur. Et quand vous trouvez votre communauté de cœur, en fait, ça devient hyper facile d'échanger dessus. Parce qu'en fait, intuitivement, vous allez vous lier avec les autres personnes, vous allez dire, ah tiens, j'organiserais bien une session de coworking. Ah, j'ai tel outil. C'est quoi votre avis? Il y a cette idée aussi de trouver sa place au bon endroit. Et c'est pas parce que vous avez déjà fait un événement de networking en présentiel qui s'est pas très bien passé parce que vous vous êtes demandé qu'est-ce que je fous là, que le networking n'est pas fait pour vous. Et ça ne veut pas dire non plus que, ou que vous ayez déjà fait partie d'une communauté ou non, que ce n'est pas fait pour vous. C'est peut-être juste que ce n'était pas la bonne communauté. Et merci Armel de faire cette prévention-là parce que on a tendance à mettre les gens un peu dans des cases et à se dire, bah, au final, non, mais au final, c'est pas fait pour moi parce que je suis introvertie, parce que je suis extravertie, parce que j'habite à l'étranger, parce que j'habite en France, parce que j'habite au fin fond de la montagne, comme tu l'as dit tout à l'heure.
Mais en fait, l'idée, c'est qu'il y a une communauté pour tout le monde à partir du moment où vous vous donnez aussi le moyen de la trouver. Si vous avez envie de tester les 14 jours gratuits d'Armel, de toute façon, je vous mets le lien dans les notes de cet épisode de podcast. Comme ça, vous pouvez aller explorer, trouver probablement vos amis entrepreneurs, trouver des personnes qui vont pouvoir vous écouter, vous soutenir, célébrer également avec vous, probablement et surtout vous apporter des opportunités business. Parce que le networking, c'est aussi ça. C'est de l'humain, mais c'est aussi du business. Voilà, un grand merci à toi, Armel, d'avoir fait partie de la But First Academy le temps de cette interview. Et moi, je te dis à très bientôt. Merci énormément, Marine. C'était passionnant cet échange. Je te remercie encore. Avec plaisir.